Pascal. Bonjour Carole, Alors, merci d'avoir accepté avec cette interview. plaisir. Voilà, aujourd'hui, moi j'ai première question à te poser. Comment Mhm. te sens-tu, pardon, dans ce confinement? Ça va, franchement ça va. Je suis entouré des miens, j'ai mes enfants avec moi, j'ai mon épouse avec moi, donc on est tous les quatre. Et on s'entend vachement bien, ça tombe bien, donc tant mieux. Ouais, Et c'est ça permet pas mal, que ce soit au niveau des enfants, de moi, de mon épouse, de libérer aussi notre créativité. On trouve pas mal de choses à faire. On essaie d'éviter au maximum les écrans. Bien ouais. sûr, il y en a, hein, on n'est pas non plus, on n'est pas magique. Mais voilà, donc ça va plutôt pas mal. On vient de comprendre qu'il y en a encore pour un moment. Donc bon, bah voilà, on prend notre mal en patience. Mais je dirais, ça va. Je suis à un 8 sur 10 par rapport à ce confinement, par rapport à ce à quoi j'aurais pu m'attendre en me disant, bah ouais, moi j'aime bien quand il y a du contact, quand je vois du monde et tout. Ouais, je comprends. Et ça va. Franchement, ça permet de se poser des questions. Voilà, donc De travailler nos projets, ouais, tout à fait. ouais, on est Et bien à la maison. t'es confiné où, toi, sur Paris? Alors moi, j'habite dans le sud de la Seine-et-Marne, donc j'ai la chance aussi, j'ai l'immense chance d'être dans une maison, et donc ça change quand même vraiment tout. Je pense beaucoup aux gens qui sont confinés en appartement, par exemple, et qui n'ont pas voilà, cette chance d'avoir un jardin. Et bon, voilà, je mesure la chance que j'ai d'être à la fois entouré des gens que j'aime et à la fois d'être dans une maison à la campagne. En fait, on vit la même chose. Ouais, Moi aussi, je suis avec les gens que j'aime, enfin, en tout cas, une personne, d'accord, c'est pas mal. c'est Et déjà j'ai vachement bien. Ouais, c'est bien. Tant qu'on s'entend bien, ça va. Et c'est le cas. Et d'avoir une maison, et comme tu dis, c'est un privilège, surtout avec le temps qu'il y a en ce moment. Ouais, ouais. Euh, mon petit Pascal, alors mon petit, j'en sais rien, en fait, tu mesures combien? Allez, je dirais 1,80 m, donc on peut, Ouais, ça va, t'es on peut grand, dire, ça. ouais, Ça va. ça, Ouais, beau c'est voilà, gosse. c'est moyen, on va dire, c'est normal. Ah non, mais c'est bien, c'est bien. C'est beau gosse. Pascal, est-ce que tu peux te présenter Bien et sûr. vraiment nous dire qui tu es, tout simplement? Très bien. Alors moi, je suis un papa déjà, un mari. Donc voilà, c'est la première chose avec laquelle je peux me définir. Et puis à côté, bah, bien sûr, j'ai une vie professionnelle. Et cette vie professionnelle, bah, je suis expert de la prise de parole en public, que ce soit en conférence, en formation. Je délivre des messages importants sur la prise de parole en public et j'entraîne les gens à être meilleurs dans leur prise de parole avec des méthodes qui sont des méthodes ultra participatives, très actives. On est vraiment on n'est pas dans du descendant, on est dans voilà, on fait les choses. Et je suis également comédien imitateur. Voilà, ce sont mes activités. Alors, Formateur, conférencier, comédien, imitateur. c'est comme ça que je t'ai connu. Alors, je t'ai pas connu comme ça. Moi, je t'avais connu. Alors, je t'ai connu en fouillant justement tu sais, nos petits réseaux prise de parole en public. Et moi, ce que j'avais aimé chez toi, c'était justement tes présentations avec l'ami de Pardieu, enfin ce genre de personnages qui sont vraiment de vrais personnages du coup, en l'occurrence, des, voilà, des acteurs, mais aussi des personnes très, très. Alors, j'allais dire pour Depardieu, très enveloppées, mais dans le sens du talent, dans le sens de l'oration, tu vois ce que je veux Oui, dire. Mais voilà, et je t'avais connu comme ça, puis je t'ai suivi dans tout ce que tu fais, y compris d'ailleurs, je t'ai pris une formation, tu vois, comme ah quoi. oui, 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 tout à fait, formation en ligne, Sur très Udemy. bien. Oui, Euh, oui, tout à ouais, ouais, fait. tout à Formation fait. qui a 5 ans maintenant, mais qui marche toujours bien. Oui, oui, mais je l'avais prise. Tout ce que tu fais, je suis quand même pas la groupie, tu vois, qui va t'attendre en bas de chez toi. Quand même, attention, avec un couteau, tu sais. Oui, oui, oui. Non, 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 Ah non, mais ça va, je ne me méfie pas, tout va bien. mais ça va, je suis pas encore avec quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à faire ce métier-là? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Mm. Alors déjà, moi, j'ai la passion de la scène depuis que je suis gamin. Depuis que je suis gamin, je monte sur scène, je fais du théâtre, je fais des one-man shows. Voilà, je suis sur scène depuis que je suis tout petit. J'adore ça. J'ai, euh, je l'ai pas, je me suis pas dit, j'ai pas réussi à me dire, on va dire, tiens, je vais en faire un métier. Voilà, il y a plein de choses, plein de croyances, tout ce qu'on veut, qui font que j'ai pas été vers ce métier-là. Je l'ai toujours regardé comme passion, j'en ai toujours fait beaucoup, 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 mais j'ai commencé en étant ingénieur en informatique. Donc, Oh, j'ai bien. exercé ce beau métier. Ah, toi aussi? Alors, incroyable. Tu vois, Ouais. j'ai exercé ce beau métier d'ingénieur en informatique pendant 12 ans. J'ai bossé pour des grosses boîtes. J'ai bossé pour une filiale d'Olivetti. J'ai bossé pour une filiale de General Electric. J'ai bossé pour Google à New York.
Et j'ai bossé voilà, pendant 12 ans en tant qu'ingénieur en informatique, toujours avec une activité théâtrale artistique à côté. Et en revenant de New York, fin 2009, on est revenu avec ma femme et mon fils qui venait de naître. On est revenu en région parisienne et je me suis dit, bon, là, c'est vraiment c'est le tournant. Il faut vraiment que je prenne la décision maintenant. J'avais 33 ans à ce moment-là. Et voilà, je me suis dit, bon, il faut que je réussisse à trouver une cohérence dans ce parcours où j'ai l'impression d'avoir d'un côté un parcours artistique fourni, où je passe vraiment beaucoup de temps à faire des choses sur scène. D'un autre côté, un parcours entreprise fournie aussi, mais j'ai plus envie de continuer à faire de l'informatique. Je ne m'épanouis pas complètement là-dedans. Donc, quelle est la cohérence dans tout ça? Et j'avais déjà eu l'opportunité de faire travailler des gens, notamment en improvisation théâtrale. J'avais déjà animé beaucoup d'ateliers d'improvisation théâtrale, donc je savais que j'avais vraiment cette passion de la transmission, de faire monter les gens en compétences. Et je m'intéressais depuis longtemps aussi à la prise de parole en public. C'était vraiment un sujet qui m'intéressait. J'avais déjà pas mal lu sur la question, pas mal réfléchi à la question. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, bah voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais entraîner les gens à être meilleurs dans leur prise de parole en public. Je vais les aider à être plus performants, plus percutants, plus impactants dans leur prise de parole en public. J'ai la connaissance de la scène, j'ai la connaissance de l'entreprise. Je mets les deux ensemble. Ça m'amène à aider les gens à être meilleurs dans leur prise de parole en public. Et Donc, c'est là que c'est venu. C'était en 2009, fin 2009. Mais en même temps, c'est cohérent parce que tu rentrais de New York, tu nous dis. Et en fait, à New York, enfin, aux États-Unis, la prise de parole, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent assez bien par rapport aux Français, Ouais. sans pour autant jeter la. En fait, j'avais une devise, mais je crois que je l'ai encore. Non, sur Facebook, c'est plus la même. C'est la prise de parole. Attends, non. Oui, c'est ça. La prise de parole est aux Français ce que le fromage est aux Américains. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me donne ça. C'est-à-dire que clairement, alors c'est pas de moi, hein, mais je l'avais chopé parce que je trouvais ça très marrant. Parce que c'est exactement ça. En France, on a. Enfin, tu m'arrêtes, hein, mais on est encore. Il y a beaucoup à faire dans la prise de parole en public. Ouais. D'accord. Alors, il y a aussi tout. Les gens n'osent pas nécessairement prendre la parole. Les gens ont peur aussi du regard de l'autre, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas sortir de leur zone de confort, d'être un peu différent, tu vois, des autres. Et je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. J'avais d'ailleurs vu alors, c'était une interview chez Jean-Jacques Bourdin, c'était passé. Oui, tout à fait. Ouais. Je te dis, je suis une groupie, moi, je suis une groupie. Et alors, je regardais Jean-Jacques Bourdin. Et en fait, c'était un hasard, mais tu étais là. Donc, j'ai dit, bah, décidément. Ah oui, tu te lèves tôt alors, parce que c'est à 6h40 du matin. Hein. Oui, mais attends, à l'époque, hein, parce que maintenant, je suis un peu feignasse depuis le confinement. Je peux t'assurer qu'à 9h, je suis au lit. Mais du coup, c'était exactement ça. Tu sais, on parlait c'était des oraux du bac. Tu sais. C'est ça. Ouais. Et tu avais émis justement ce truc en disant que les Américains, c'est autre chose. C'est quand tu vois des orateurs américains, tu regardes. Moi, j'aime bien, par exemple, Barack Obama, tu vois, des gens comme ça qui sont des hommes politiques, mais qui savent vraiment s'exprimer en public. Et pas que. Hein, il y a, tu prends n'importe qui quasiment, il sait s'exprimer en public. Parce qu'en France, on en est qu'au début, ce qui est de bon augure pour nous, je dirais, parce que du coup, on peut vraiment, tu vois, travailler à ça, puis à mettre un peu de théâtralité aussi dans ce qu'on fait. Donc, je suis 100% d'accord. Ouais. Comment? Je disais, je suis 100% d'accord. Et c'est vrai que aux États-Unis, ils apprennent tout petit à prendre la parole. Ils sont en classe à 5, 6 ans, 7 ans. Ils vont parler d'un objet, ils vont parler de leur famille devant le reste de la classe, ce que notre génération n'a pas fait. Mais moi, mes enfants, ils ont 8 et 10 ans maintenant. Et ils font des exposés en classe. Ils le font, donc c'est super. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Moi, je vois aussi, il y a des petits trucs, même sur l'improvisation. Tu vois, l'improvisation, tu parlais d'improvisation, mais c'est aussi une méthode que j'ai pour travailler quand je travaille en groupe, de faire de l'improvisation. Je vais te faire un petit truc. Moi, je m'amuse à faire un truc. Je ne sais pas si tu le fais. Alors, j'adore parler de moi. Hein. Attention, je m'embrasse. Je t'écoute. Non, en fait, c'est un truc, c'est tout simplement, tu sais, notamment pour le regard. J'avais fait une vidéo là-dessus qui disait pour que tu gardes bien le regard fixe. Enfin, tu vois que tu sois que les gens voient que tu les regardes tout simplement. S'amuser avec un seul mot. Tu demandes de faire une improvisation sur un mot. D'accord. Une improvisation sur un mot pendant 3 minutes. La première minute, qu'est-ce qui va se passer? Ça va. Tu sais à peu près, tu vas trouver tes mots, donc tu vas pas être obligé d'aller chercher, tu sais, en bas et en haut. La deuxième minute, là, ton regard, tu vas avoir tendance à le lever, à aller chercher les mots, tu vois.
Et la Ouais, tu troisième cherches minute, au plafond et au au sol. Ouais. plafond, en bas et tout ça. Et du coup, Par la là, fenêtre aussi. Les gens cherchent beaucoup par la fenêtre. exactement. Oui, c'est vrai. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Dans ce moment, ils veulent s'échapper quelque part. C'est ça, ouais. Mais du coup, enfin bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, tu es obligé aussi de respecter les silences. C'est-à-dire que tu vas aller chercher ton mot, enfin, tu vois ce que je veux dire, en regardant Ouais. l'autre et en prenant des silences. En fait, je m'amuse à faire ça en travail et en improvisation, c'est assez marrant à faire. C'est Ça. d'assumer le silence, quoi. Exactement. C'est les silences et conserver le regard. Tu vois le truc. Ouais, Et, ouais, ouais. et je trouve que c'est assez parlant. Et donc, moi, je m'amuse à faire ça sur les improvisations. C'est vachement important. En France, moi, je me rappelle ma scolarité. Hein. J'étais plutôt du style à prendre la parole en public, à prendre la parole tout court d'ailleurs. Ouais. Et, et souvent, on me disait tais-toi. Ou quand on commençait à parler, tu vois, à réciter ou à faire une disserte, si on n'était pas très bon, on nous bâchait. Enfin, tu vois, donc les gens ont peur après. Je ne sais pas ce que tu en Oui. ressens toi. Oui. Oui. Mais, oui, après, dans le système éducatif français et peut-être même latin est vraiment plutôt dans la punition, alors que le système éducatif anglo-saxon est plus dans la valorisation, avec toutes les qualités que ça a, bien sûr. Et puis en plus, enfin, dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui me fait réagir aussi, c'est ce côté aussi où en France, on considère souvent que l'oral, c'est de l'écrit que l'on dit. Et ça, c'est une grosse erreur parce que l'oral, c'est tout sauf de l'écrit. À l'écrit, le langage écrit et le langage oral français sont très différents déjà, alors qu'en anglais, ils sont assez proches. À l'écrit, on peut marquer nos transitions par un saut à la ligne, des paragraphes, des choses comme ça, ce qu'on ne peut pas faire à l'oral. Donc l'oral, ce n'est pas de l'écrit que l'on dit, c'est vraiment autre chose. Et pour rebondir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les États-Unis, il y a un truc qui est formidable aux États-Unis, c'est que c'est un pays qui s'est construit sur des peuples qui ne parlaient pas la même langue, des Anglais, des Allemands, des Hollandais, des Français qui se retrouvaient dans un pays et qui devaient communiquer. Donc, ils ont été obligés de cultiver l'oral, de réussir à se faire comprendre avec des mots simples, straight to the point, comme ils disent là-bas, pour réussir à communiquer. Et je pense que cette culture de l'oral, elle s'est aussi construite comme ça aux États-Unis. Ce sont des gens très différents qui ont dû parler ensemble. Et d'ailleurs, j'ai pu constater ça aussi quand j'étais aux États-Unis. Voilà, si j'avais une session de formation où on faisait un tour de table pour se présenter et tout, on la voyait cette différence entre les. Parce que c'était chez Google, donc il y avait vraiment des gens du monde Ouais, entier. ouais. Et c'était New York. Donc New York, c'est vraiment le monde réduit dans une C'est petite ville, cosmopolite, ouais, tout une à grande fait. ville. Ouais, ouais. Et les Américains étaient vraiment plus à l'aise dans le moment de se présenter. Yeah, I'm from Wisconsin and I've been living in New York for 7 years. Alors que le français, il arrive et yeah, so I am very I'm French. Tu vois, et les Européens avaient beaucoup plus de mal à être performants dans la prise de parole que les Américains qui arrivaient direct. Quoi. C'est Et à ça. New York, tu vas dans le métro, dans le métro de New York, tu as l'impression que tu as des stand-uppers partout, des gens qui font du stand-up, des gens qui font du show partout. Quoi. Et les gens, ils parlent, ils sont entre eux, ils parlent fort, ils sont là. Yeah, I was with a friend. Oh, look at your shirt, it's awesome. Les gens, ils parlent fort, ils sont toujours en représentation tout le temps. Tu es là, tu regardes, tu es là. Ah ouais, c'est un big show à la Big Apple. Ouais, mais tu l'as dit toi-même, c'est culturel. En France, Ouais. c'est ça. Par exemple, moi, tu as remarqué, je suis quelqu'un de très distrait, avec une voix de fluette, et je suis une femme. Alors, tu vas me dire, ça y est, l'autre me l'a joué féministe, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'autant plus particulier quand une femme, en plus, tu vois, s'affirme, parle un peu fort, va faire de l'humour. Parce que j'adore ça aussi, tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais, parce que j'aime beaucoup voilà, jouer à ça. Et c'est d'autant plus. Alors, souvent, on me dit, mais comment tu oses? Mais attends, mais tu vois, c'est culturel. Je veux dire, mais pourtant, je ne suis pas américaine, hein, ça se saurait. Mon anglais est un peu comme celui que tu as un peu tout à l'heure dit. Mais, ah yes, LOM Carole. Ah ouais, I am the Carole, la case. Les Américains, ils vont dire la quasi. La quasi. Oh, Carole, la quasi. Carole, la quasi. Yeah. Non, mais tu vois, c'est ça. C'est que moi, ce que j'aimerais, je pense que c'est un peu comme toi, c'est qu'arriver à faire comprendre, enfin, faire comprendre. Tu vois, par exemple, je suis en train de faire un e-book là. Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, je ne sais pas si tu vas certainement à des soirées réseautage et tout ça, enfin, tu sais, avec des gars qui se présentent. Et là, c'est pareil. Il n'y a pas plus boring. Tu as vu, je fais de l'anglais moi aussi. Il n'y a pas plus boring que ça. C'est-à-dire que tous les gens qui vont faire la même chose, à savoir
Bonjour, je m'appelle Carole Lacaze, je suis coach de prise de parole en public, blablabla, Mhm, blablabla, tu mhm. vois. Et avec ce ton récité, hein, le ton Avec récité de le ouais. bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. C'est Ouais, c'est bonjour, je exactement m'appelle Pascal Aumont. Alors donc voilà, bah, moi je suis conférencier, je suis expert de la prise de parole avec cette phrase oui. qui monte tout le temps, Ouais, ouais. ce schéma vocal qui s'installe. Ouais, ouais, c'est vrai. Et je vais vous aider à… Oui, bien sûr. Je vais t'aider, ouais, ouais. Et en fait, c'est exactement ça. Je ne sais pas si tu remarques, mais c'est tout le temps ça. Et en fait, ce que je leur dis, et il y a le truc aussi, c'est que d'abord, ils sont pressés de finir parce que bah, ça y est, hein, on est content, hein, tu vois, on a fini notre présentation, ça y est, ouf, Mhm, et on est passé. Et c'est surtout que les deux personnes qui le succèdent, lui succède ou nous succèdent, mhm, mhm. nous a même pas écouté parce qu'elles, elles ont envie de Ah bah commencer. oui, Elles sont en train de préparer leur en public. stress. Oh là Ouais, là. ouais, elles sont en train. Et du coup, je sais pas comment tu fais toi, mais quand je fais mes coachings justement sur le track, on va travailler, comme je leur dis, le track c'est ton meilleur allié en fait, hein, c'est ton meilleur Mhm, allié. mhm, mhm, On l'a tous. Toi, mhm, je suppose que tu l'as aussi, moi je l'ai. mhm, Euh, pour autant, si tu, comment te dire, si justement tu ne le combats pas, ça va aller bien si tu l'acceptes tel qu'il est. Enfin, tu vois, ouais. en track. Mhm. Mais surtout si tu prépares bien ton intervention. Alors quand je dis préparer bien ton intervention, je ne sais pas comment toi tu vois les choses, mais c'est pas, je ne veux pas faire du par cœur, je ne veux pas réciter, tu vois. Tu Mhm, parlais de mhm, ça, mhm, mhm. c'est, tu vois, il y a des gens, c'est pareil, ils ont bien fait leur pitch, c'est bien écrit et tout ça. Et en fait, tu les vois qui sont, bah, qui te récitent un truc, quoi. Tu as l'impression Ouais, d'être dans les fables de La Fontaine, quoi, tu vois. ouais, ouais, Enfin, voilà, je ouais. sais pas ce que tu en penses, toi, mais. Ouais, bah, moi, je suis 100% d'accord. Au niveau le track, c'est censé être quelque chose de bénéfique, puisque bah, voilà, c'est une montée d'adrénaline qui permet de réagir comme il faut face à ce qu'on ressent comme un danger. Hein. C'est pas des mammouths, maintenant, c'est la prise de parole en public, mais on est quand même sur un truc assez ancestral. Et tant qu'il n'est pas paralysant, il est bénéfique. Comme tu dis, moi, je ressens toujours le trac. Si j'ai un spectacle, là, je joue un spectacle qui s'appelle Process Comédie, que je joue depuis 2 ans, et depuis plus de 2 ans maintenant, même 2 ans et demi, bon, avec quelques annulations ces dernières semaines. Hein. Ouais. Ce spectacle-là, j'ai déjà joué peut-être 100 fois. Là, franchement, j'ai plus le trac quand je monte sur scène. Ou alors, vraiment qu'il y a un enjeu particulier, mais j'ai plus le trac parce que c'est un spectacle, je commence à bien Ouais, ouais. maîtriser ce que je fais. J'ai une confiance absolue en mon partenaire qui est en face de moi. J'ai une confiance absolue en le spectacle. Donc le track n'est quasiment plus présent. Mais c'est parce que ça a déjà été fait 150 fois. Quand on prend la parole en public, en général, pour la plupart des gens, une prise de parole en public elle va être faite une fois, 2 fois, 3 fois maximum en entreprise. Voilà, il n'y a aucune raison de prendre la parole en public sur un même sujet plusieurs fois. Donc le track, il est là et tout est dans la préparation. Je suis 100% d'accord avec toi. Et si on décide d'apprendre sa prise de parole par cœur, alors effectivement, là, on est en galère ou alors on arrive à restituer les choses comme il faut. Ça a un nom, ça s'appelle être comédien. Et ça demande de la pratique, c'est un métier, ça demande de la technique. Donc moi, je suis d'accord. Pour moi, une prise de parole, ça doit vraiment se préparer comme il faut. Et le danger qu'on peut avoir avec les prises de parole, c'est de passer trop de temps, par exemple, à préparer ses diapos, en oubliant que non, c'est pas comme ça que je vais me préparer. Ce que je vais faire pour me préparer, c'est je vais d'abord structurer ce que je suis venu dire. Quel est mon message principal? D'où vient mon public? Où est-ce que je veux l'emmener? Comment est-ce que je vais faire pour l'emmener là? Quels sont les 3 grands messages que je vais développer pour l'y emmener? Quels sont les anecdotes, les appels au vécu de l'auditoire, les analogies, les images que je vais utiliser, les chiffres, les points techniques, les graphiques? Qu'est-ce que je vais utiliser pour mettre en valeur tous ces messages-là? Comment je vais commencer? Comment je vais terminer? Bref, j'aurai vraiment établi un squelette très précis de ma Ouais. présentation. Et si j'ai un squelette très précis de ma présentation, et que je le maîtrise parfaitement, alors là, je vais être performant dans ma prise de parole parce que ça sera solide, quoi. Et comme ça sera solide, je pourrais avoir un degré de liberté, je pourrais créer de l'interaction avec les gens qui sont en face de moi, je pourrais décider de réagir aussi en fonction de ce qui se passe. Mais comme je sais exactement où je vais, je sais quel temps m'est imparti, je vais réussir à toujours retomber sur mes pieds. C'est comme ça que je vais être bien préparé. Et donc, ouais, Exactement. il faut bien se préparer. Mais bien se préparer, ça veut dire se préparer suffisamment, mais aussi se préparer comme il faut. Dans le terme bien, il y a vraiment les deux choses. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai aimé le mot squelette, c'est exactement ce que j'explique aussi, c'est-à-dire que tu as un squelette. En fait, l'idée, enfin, je pense que tu es d'accord. Enfin, si tu n'es pas d'accord, je coupe tout. Hein.
Je pense que tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord. Merci. Je pense que, en fait, si tu fais du par cœur, comme tu l'as dit, soit tu es un bon comédien et auquel cas ça paraîtra être vraiment naturel. Et de plus, si tu fais du par cœur, tu peux avoir un trou de mémoire. Tu sais, quand les gens me disent j'ai peur d'avoir un trou de Ouais. mémoire, si tu fais pas du par cœur, tu n'auras pas de trou de mémoire. Si tu as fait un squelette avec les grandes étapes, où tu sais que tu Bah dois, oui. tu vois, et les timings, et tu sais pertinemment qu'à ce moment-là, tu veux aller où c'est que tu veux aller, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, tu n'auras pas de trou de mémoire et tu pourras, comme tu dis, hein, tu l'as dit toi-même, improviser, enfin, sortir des chantiers battus. Quoi qu'il se passe aussi, comme impondérable, parce que ça arrive, hein, eh bien, tu sauras rebondir parce que justement, tu as ton squelette. Et tu disais aussi que dans le squelette, moi, ce que j'aime bien, en fait, ce que j'essaie d'apprendre, c'est commence déjà par ton objectif. On sait que tu veux les amener. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est ce que tu viens de dire, hein, mais je le Ouais. répète avec des mots, tu vois, un peu plus franchouillards. Ah bah, la Carole, quoi. La Caroline, la casée. Le quasi. La casée. Pour que, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que ton objectif. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux arriver à leur faire comprendre? Enfin, tu vois. Et si tu pars de là, après, tu vas pouvoir broder, arriver vraiment à l'objectif. Et souvent, je sais pas pour toi, mais quand je demande, j'adore ça. J'adore se poser cette question. Je pose toujours cette question. C'est quoi ton objectif? Tu vois, lorsqu'ils vont. Alors, moi, j'aime bien faire les pitchs, hein, notamment. Enfin, travailler sur les pitchs. Et ils me disent tout le temps la même chose. Soit c'est des entrepreneurs, ce sont souvent des coachs qui me disent oui, je veux à tout prix aider les gens. Enfin, bon, bref. Et moi, je leur dis tout le temps, avec toute la bienveillance dont je suis capable, je leur dis bullshit. En fin de compte. Tu vois que tu es bilingue. Ouais, mais t'as vu, mais sur certains mots. Hein, j'ai appris Ouais, ça parce dans que des films quand tu western. traduis en français bullshit, c'est vraiment pas joli, quoi. Donc, du coup, c'est bien de le dire en Non, anglais. voilà. Donc, bullshit, c'est mieux en anglais. Hein, non. Ou alors, Ouais. si, en français, je peux dire foutaise. Hein, ça dépend qui j'ai en face de moi. Foutaise. Je peux dire foutaise. Bien sûr. Bien Euh, je- sûr. ça me permet de dire ça aussi. Concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que. Et alors après, je leur repose cette question, ça m'amuse. Au moment où tu vas prendre la parole, c'est quoi ton objectif? Et ils me disent bah, toujours la même chose. J'ai dit non, 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 non. C'est quoi ton objectif? Et la plupart d'entre eux, tous en fait, me disent bah, j'ai pas envie de bafouiller, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela. Donc du coup, tu as perdu ton objectif qui est initialement, tu vois. C'est vrai, hein, je sais pas si tu remarques ça. Ouais. Et, euh, et en fait, les gens, au moment de prendre la parole, ils ont tout oublié sur ce qu'on a travaillé. C'est-à-dire que concrètement, non, ton objectif, c'est de parler à l'autre. C'est d'avoir, c'est de susciter une discussion. C'est de susciter un moment, un intérêt de sa part. C'est de susciter à un moment donné l'envie d'aller plus loin avec toi. C'est potentiellement de poser des questions. Tu m'arrêtes hein, si tu n'es pas d'accord. Mais Ouais, je suis 100% d'accord. Et après, je vais apporter, j'ai en tête les 3-4 choses que je vais apporter que j'ai envie d'apporter à ce que tu viens de dire. eh bien, vas-y. Alors, il y a notamment les gens avec lesquels on peut avoir des difficultés à faire entendre ce que tu viens de dire là. C'est les gens qui vont être perfectionnistes, notamment. Les gens qui vont être perfectionnistes. Si tu connais par exemple la process communication ou le disque, qui sont des outils qui sont beaucoup utilisés, ça va être le travail human en process communication ou alors le bleu dans le disque, des personnes qui ont vraiment un besoin de détails, qui sont très analytiques et qui sont assez perfectionnistes, qui sont très exigeants avec eux-mêmes. Ils vont souvent avoir tendance à se dire oui, mais alors il faut absolument que je donne toutes les informations, il faut absolument que je trouve toujours le mot juste, le mot exact, et ce que tu disais aussi, il ne faut pas que je bafouille, voilà, ce genre de choses. Et avec les gens qui ont cette tendance à être perfectionnistes, moi je travaille autour du déplacer le perfectionnisme. Déplacer le perfectionnisme de je dois être parfait à je dois établir une connexion parfaite avec mon public. Et finalement, c'est vrai pour tout le monde, c'est de se dire, OK, quand je prends la parole, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de mon public. Et le public, j'en parle dans beaucoup de vidéos, le public, c'est le héros de l'histoire qu'on est venu raconter. Et comme le public est le héros de l'histoire qu'on est venu raconter, c'est le public qui va avoir un changement au cours de notre prise de parole, qui va passer d'un point A à un point B, ce dont je parlais tout à l'heure. Et donc, nous, on a ce rôle de les faire passer du point A au point B, de les prendre par la main, de les emmener jusqu'au point B pour qu'à la fin, ils arrivent au point B et ils changent de point de vue sur un sujet. Je vais prendre un exemple tout simple. Si je suis en entreprise, parce qu'on a l'impression des fois que quand on parle de ces sujets-là, on se dit oui, d'accord, mais c'est vrai pour les conférenciers ou pour les gens qui sont là pour convaincre. Mais non, si je suis un chef de projet d'entreprise, un chef de projet informatique, et que je veux convaincre les gens d'utiliser une nouvelle application de demande de congé, parce qu'avant, ils utilisaient un formulaire papier, et que comme tout changement,
forcément, ça crée de la résistance et ça, c'est 100% normal. Eh ben, c'est de les faire passer du point A qui est oh, je n'ai pas envie d'utiliser leur nouvelle appli, ça marche très bien, le formulaire papier, au point B qui est ah, ok, j'ai bien compris l'intérêt de cette appli et je veux l'utiliser parce que là, ça va vraiment me faciliter la vie. Donc, C'est c'est ça. vraiment de les prendre par la main, de dire ouais, ok, tu es au point A, je suis avec toi au point A et je te comprends. Je suis au point avec toi qui est de ouais, j'ai envie d'utiliser le formulaire papier qui reste plus facile pour moi. Et je vais te prendre par la main, je t'emmène sur le chemin, tac, 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 tac. J'ai une chaise à roulettes, du coup, je peux faire des effets spéciaux. Ouais, Et c'est beau. bam, j'arrive au point B qui est clac, ok, d'accord. Je veux utiliser ce formulaire de demande de congé en ligne. Il va marcher super bien. Et là, le public est le héros. Le public va changer. Moi, je ne vais pas changer au cours de la prise de parole, mais par contre, je vais prendre les gens par la main pour les faire changer. Du coup, j'ai mis le focus sur mon public et comme j'ai mis le focus sur mon public, ben voilà, je me suis moins concentré sur il faut absolument que je sois parfait, il faut absolument que je donne tous les détails, il faut absolument que je mette tous les détails sur ma diapo parce qu'il ne s'agit plus de ça, quoi. Il s'agit de rentrer en contact avec les gens, de les prendre par la main, de les emmener là où il faut les emmener. Très intéressant ça. Et c'est vrai que, tu vois, la ProcessCom, tu vois, je connais. Hein. D'ailleurs, moi, je suis rouge et jaune. Ouais. Non, étonnant. Et donc, c'est rebelle et puis je sais plus quoi. Promoteur. Voilà, c'est ça, promoteur et rebelle. Promoteur en gros et rebelle après. Et puis après, on n'est pas Ouais. que, on est l'arc-en-ciel, mais Oui, c'est un immeuble. voilà. Et le travailloman étant chez moi là-haut. Ouais, moi aussi. Ou en bas, je sais pas, mais enfin, l'un des deux. Et effectivement, c'est un public, c'est l'un des plus durs, le travailloman, parce que c'est quelqu'un qui lâche pas tellement prise en fait, qui veut pas mal maîtriser les choses. Et c'est effectivement le public qui peut être, enfin le public, nos clients, enfin nos stagiaires, enfin, qui sont le plus peut-être, voilà, dans le perfectionnement, ils veulent être parfaits. Voilà, ils veulent peut-être être parfaits. Vraiment, et ceci étant, comme je leur dis aussi, alors après, je tiens note de ce que tu as dit, ça va m'aider, merci. Hein, d'ailleurs, donc tu me demanderas combien je te dois après. Avec plaisir. Et enfin, ça me fait dire que effectivement, ne sois pas parfait. C'est bien aussi parce que ça t'humanise quelque part. Alors ça, va le faire comprendre à un travailloman, mais concrètement, ça t'humanise. Quand je vois certains, moi par exemple, j'aide beaucoup. Alors, en ce moment, j'aide, alors, comme toi, je suis un peu en stand-by, mais les avocats dans leur plaidoirie. Et les avocats dans leur plaidoirie, ce qu'ils ont besoin, en fait, leur public à eux, c'est le juge. D'accord. Alors, je ne suis pas en cour d'assises, moi, hein, je travaille. Et en fait, ce que je leur dis souvent, comme ce sont des gens qui écrivent beaucoup, tu vois, qui font leur plaidoirie en écrivant, enfin, tu sais, ils ont besoin d'être parfaits, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils défendent quelqu'un, il y a des enjeux importants. Tu vois. Et ce que je leur dis, c'est que ton public, donc la personne que tu dois convaincre et tout ça, dégage-toi, libère-toi, c'est ton juge. Et chaque juge, en fait, si tu préfères dans des barreaux, enfin, dans une zone de travail, c'est toujours les mêmes juges que tu as en face de toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu travailles en fait avec les. À chaque fois, tu as un public différent, mais le public, en fait, c'est ce juge qui est différent. Donc, on va adapter comme ça. Et du coup, ils perdent. Et eux, on a beaucoup de travaillomanes parmi les avocats. Alors, on a les deux cas de figure. On a les travaillomanes et qui, du coup, on les retrouve bien parce que ils sont assez, tu vois, vachement pragmatiques. Enfin, tu vois, il manque un peu d'aisance théâtrale, je dirais, qui est fondamentale dans le métier d'avocat, tu vois. Et puis, tu as les autres qui sont à l'inverse, alors eux, trop théâtrales et qui manquent un peu de fond. Alors ça, je peux rien pour eux, c'est des merdes. Mais en gros, excuse-moi du terme, mais quand même, je les aide aussi à peut-être à améliorer en fait leur dispersion, enfin, c'est-à-dire être moins dispersé. Voilà, ce genre de choses. Pour se structurer, ouais. Mais je crois que c'est ça. En fait, la prise de parole en public, c'est réussir à aller chercher toutes les facettes de sa personnalité, c'est-à-dire être hyper structuré comme le sont les gens qui vont avoir une base travailloman, être hyper structuré parce qu'il faut être hyper structuré pour créer le squelette de sa prise de parole, mais aussi être beaucoup dans l'empathie parce qu'on va avoir besoin de comprendre son public, de se mettre à la place de son public et puis de créer une belle connexion avec son public, mais aussi être
dans le rebelle en process communication, dans le jaune en disque, enfin bon bref, dans les gens qui sont plutôt ludiques pour réussir à aussi créer une prise de parole. C'est aussi un moment qui doit être un moment agréable, donc pour aussi réussir à créer du fun entre guillemets dans sa prise de parole. Et puis aussi le côté promoteur en process communication ou rouge en disque, c'est-à-dire la personne qui va vraiment droit au but, parce que c'est aussi la personne qui va prendre des décisions. On va savoir quand est-ce qu'on fait les choses, qui va faire quoi, quand, et on a aussi besoin dans les prises de parole pour éviter ces réunions interminables qui durent 2 heures pour accoucher de on va décider de la date de la prochaine réunion. Ça, ce sont des choses qu'on voit et que les gens vivent en entreprise tout le temps. Il y a des gens qui passent 5, 6 heures par jour en réunion en entreprise, ou des réunions qui sont des montagnes quelques jeux souris. Oui, pas que. C'est très latin, mais même pas que latin. Enfin, en tout cas, c'est pas anglo-saxon. Si tu vas, ou même si tu fais une réunion avec des Suisses ou avec des Allemands, bam, ça commence à l'heure, ça finit à l'heure. Et si à midi on n'a pas fini, on arrête quand même parce que normalement c'est fini. Voilà. Mais en fait, il y a des cultures dans lesquelles il est important. On aime mettre beaucoup de contexte. Ce sont dans les cultures latines notamment, on aime mettre beaucoup de contexte, donc donner beaucoup d'éléments avant de pouvoir commencer à avancer sur la prise de décision. Ce qui est le contraire de notre culture où on est plutôt dans les actions plutôt que dans le contexte. Ouais. On peut décider qu'on prend décider de faire des choses alors qu'on n'a pas forcément tous les éléments en main. En France, on aime bien avoir tous les éléments en main. Et je voulais revenir sur un truc en fait qu'on a dit il y a au moins 15 minutes, mais je me suis dit tiens, il est très fort lui. Il est très fort. Je l'avais gardé en tête parce que c'était ce qu'on disait tout à l'heure aussi. On disait c'est pas une bonne idée d'apprendre sa prise de parole par cœur pour pouvoir la donner parce que on risque de pas être naturel et tout. Mais ceci dit, il y a des gens qui doivent faire des TEDx par exemple, qui ne sont pas forcément tous des habitués de la prise de parole en public. Oui. Ils doivent faire des TEDx et ils doivent tenir dans 16 minutes. 18. Ou 18 minutes. Et souvent, ils sont coachés. Et souvent, on leur dit, apprenez votre texte par cœur, parce que quand vous apprenez votre texte par cœur, vous tiendrez dans le temps, et puis vous êtes sûr de dire tout. Oui. Et à la limite, pourquoi pas? Moi, c'est pas ce que je préconise, mais pourquoi pas? Et là, après, c'est là qu'on peut mettre en place les techniques de comédien pour réussir à être naturel, alors qu'on est en train de délivrer un texte qu'on a écrit. Il y a un truc tout bête, je l'ai donné dans une dernière vidéo, on peut retrouver ça sur LinkedIn. C'est juste de se dire que quand je donne une phrase, je vais réfléchir en me disant que je vais d'abord aller chercher l'intention. Une fois que j'aurai été chercher l'intention, je vais faire le geste. Et une fois que j'aurai fait le geste, là, je vais dire le mot. Je l'ai vu. Alors, un exemple… Ah, tu l'as vu, voilà. Un exemple tout bête, c'est de dire… si je veux dire que quelque chose est énorme. Si j'ai appris mon texte par cœur, je vais dire « c'est absolument énorme ». Et là, j'ai fait les choses dans le mauvais ordre. Si j'ai d'abord l'intention de dire que c'est énorme, ok, j'ai cette intention, ok, je vais y aller, c'est vraiment un truc énorme que je veux dire. Ensuite, je vais avoir le geste qui va montrer le côté énorme. Et là, les mots vont sortir avec cette notion de énorme. C'est énorme. Et là, voilà, c'est une phrase apprise, c'est énorme, mais je l'ai donnée avec naturel parce que j'ai d'abord été chercher l'intention, puis le geste, puis le mot. Ça, c'est des choses qu'on peut appliquer quand on a un texte à apprendre par cœur et qu'on doit le délivrer. Même si c'est pour dire, j'ai vu des vidéos là aussi sur des comédiens qui récitent des fables de La Fontaine. Comme tu disais, à l'école, on apprend les fables de La Fontaine. On va dire… les psalmiodes. Et voilà, et on va dire bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre… Voilà. Alors que si on va chercher l'intention d'abord, et puis le geste, et puis après les mots, ça va être… Alors l'intention, c'est l'intention d'accueillir, d'être rentré en contact avec le corbeau pour essayer de l'amadouer, et pour essayer… Donc ça va être, j'ai l'intention, ça y est. Donc là, je vais trouver le geste. Bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Et en fait, c'est pas hyper compliqué ce que j'ai fait. J'ai juste été chercher l'intention, j'ai été chercher le geste, le corps s'est mis en action, et après les mots viennent tout seuls. Tu l'as dit toi-même. Alors j'espère que énorme, par contre, un petit truc, que c'est pas moi qui t'ai inspiré. Absolument pas. Lucchini pourrait le dire. Lucchini pourrait dire, tu vois, La Fontaine, je viens de te parler de La Fontaine, là on est quand même sur un truc énorme. La Fontaine, c'est le plus grand génie. Attention, le plus grand génie de la littérature française. Lucchini, ce qu'il sait faire, Lucchini, ce que je sais faire, c'est créer des ruptures. Quand
je parle, je vais créer tout le temps des ruptures de rythme pour que ça aille plus vite, pour que ça aille plus lentement, des ruptures de volume, pour que ça aille plus fort, pour que ça aille moins fort, des ruptures d'émotion, pour qu'on parte dans quelque chose, comme ça. Puis d'un coup, on part dans une joie incroyable. Il y a des ruptures. Les ruptures, ça rend tout intéressant. Non. Gros kiff. C'est vrai que néanmoins, Lucchini, c'est bien ça. C'est vraiment quelqu'un de passionnant à écouter, du coup. Passionnant à écouter. C'est vraiment quelqu'un de passionnant à écouter aussi. Ouais, ben ça me plaît ce que tu disais. Enfin, ça me plaît, ça me plaise ou pas, ça, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que tu l'as bien dit, t'as comment comment te dire, c'est l'intention. Ce que je leur dis souvent, enfin, tu as la même chose, c'est-à-dire, dans ta vidéo, d'ailleurs, tu en parlais, je vous invite à aller la voir, cette vidéo, sur LinkedIn. Je ne sais pas si elle est sur son YouTube aussi. Elle est sur YouTube aussi, ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, j'ai trois, voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je vais vous donner trois exemples, voilà, c'est ça. Trois exemples, c'est autre chose. On met vraiment l'intention dans ce qu'on va dire, et c'est un peu comme dans la vie, on se laisse aller quand on parle. Tu sais, il y a beaucoup, par exemple, on dit souvent, par exemple, les gestes, tu vois, les gestes toxiques, mais la gestuelle est importante. Et quand tu demandes aux gens, oui, mais il ne faut pas trop faire de moulinet, ça ne veut pas dire ça. On est d'accord, la gestuelle doit être importante. La gestuelle doit accompagner tes mots. La gestuelle, on parlait de gestuelle, on parle aussi d'ancrage. Bien sûr, ancrer ne veut pas dire ne plus bouger. Ancrer veut dire tout simplement que tu as des racines, en fait, sur le sol. Voilà, tu es en bonne position, mais ce qui va, ton corps, tu l'as dit tout à l'heure, ton corps, si je vais poser une question, je vais me mettre en avant. Si, comme tu le dis toi-même dans certaines de tes vidéos, je dis aussi, tu peux aller marcher pour faire la transition entre deux idées, ce genre de choses. Ça veut dire que la gestuelle, écoutez bien ça. C'est important. On ne veut pas, on parlait des femmes de La Fontaine, il dit oui avec son cœur, il dit non avec sa tête, il dit oui au professeur, il dit non, on s'en fout. Et en plus, on balance comme ça, enfin, tu vois, c'est dramatique. Ce genre de choses, on le retrouve encore, peut-être un peu moins, mais on le retrouve encore dans les soirées de réseau, dans les présentations comme ça, où des gens, ils me font mal au cœur. Mais dans le sens, j'ai mal pour eux parce que je sais que c'est une souffrance pour eux, tu vois, que de te présenter, et voilà. Et j'espère que la discussion que nous avons eue va permettre à certains de comprendre, en fait, que on peut travailler à ça, que c'est à la portée de tout le monde. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est à la portée de tout le monde. Quelques conseils suffisent parfois un peu plus. Et que, tu l'as dit tout à l'heure, moi aussi je vais faire la maline, il y a 10 minutes tu as dit un truc, moi aussi attends, ouais. Et en fait, tu disais tout à l'heure que c'était la répétition, que lorsque tu faisais ton spectacle actuellement, maintenant tu n'avais plus de trac. Eh bien je dirais que pour plus avoir le trac, c'est bien ça, c'est apprenez à monter sur scène. Moi par exemple, je suis une très mauvaise guitariste, mais j'adore la guitare. J'en mets derrière moi. Et ce qui fait que j'ai arrêté la guitare depuis 5 ans. Mais avant, je me produisais tout simplement en chantant. Et je jouais très mal. Mais j'étais contente, moi, de jouer. Et j'étais devant un public. Alors, les gens, ils étaient très polis quand même. D'accord. Tu étais la Phoebe française, quoi. Exactement. J'aimais le chat. Voilà, puis le chat. Voilà, c'était ça. Mais l'idée, c'était que je montais sur scène, néanmoins. Tu vois, c'était un peu... je montais sur scène. Alors, c'était mon bar, hein, c'était mon bar café-théâtre. Ah oui. Que j'avais monté. Alors, c'était un peu facile, tu vois, liste. Tu sélectionnais les artistes. Ah bah qui je suis. Ah bah moi. Voilà, donc, je me produisais, tu n'avais pas le choix que de m'écouter, en fait. Mais du coup, tu vois, ce que je veux dire aux gens, c'est que n'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à. Plus vous allez le faire, et plus ça va devenir facile. Et autre chose, ça je le dis, je me permets de le dire parce que j'ai eu une remarque de quelqu'un la dernière fois qui me dit, je lui dis, je vais t'aider à ce que lors de la conférence, ce soit un peu plus impactant, plus sympa, tu vois, et tout. Et cette personne m'a dit, et ce que je retrouve très souvent, il m'a dit, il a osé me dire, non mais attends, c'est bon, hein, moi je sais de quoi je veux parler, j'ai pas besoin qu'on m'aide, je connais très très bien mon discours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te dis pas bien sûr que ton métier tu le connais, bien sûr que la façon dont en l'occurrence lui c'est mais le transmettre c'est autre chose. Voilà,
mais laisse-moi quand même t'aider. Hein, Mm. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, alors j'aime pas ça, c'est pas beaucoup de gens, mais beaucoup, y compris dans des interventions, dans des conférences et tout ça, ils connaissent, on en reparlait, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ils parlent d'eux. Ils parlent d'eux qu'à eux. Mm. Et mec, euh, Mm. parle à ton auditoire, parle aux gens. Tu vois, il y a un truc, c'est que je dis, c'est vous genoux. Alors vous genoux, Mm. c'est pas l'anatomie, on est d'accord. C'est je vous parle de vous, Ouais. je vous parle de moi après, et ensemble, voilà. Tu vois ce que je veux Ensemble dire? qui est, ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Ouais. Ça m'a fait bondir de mon siège. Moi aussi, tu as vu, regarde, j'ai un siège à rouler. Ah, toi aussi, waouh, effets Ah, bah, attends, spéciaux. et Un travelling incroyable. on est comédien ou pas, hein. Et du coup, tu vois ce que je veux dire, enfin voilà, tout ça, on a fait, je pense, un peu le tour. J'espère qu'on vous a aidé à comprendre un peu mieux quel était notre métier, d'avoir un peu connu Ouais. Pascal, Pascal, c'est mon idole absolue. Il le sait pas, mais Oh il le là là sait. là là. Ah, je rougis, je rougis. Bon, on voit pas. Pascal, je vais te poser 3 questions maintenant. Ça fait partie du questionnaire de Ok, Proust. ok, Maintenant, je vais les poser, mais dans le désordre un peu à tout le monde. Et tu vas être le premier. d'accord, très bien. Écoute, j'inaugure ça avec plaisir. Alors, dans ta vie, dans la vie réelle, hein, pas dans la vie, Mhm. ça serait qui ton héroïne ou ton héros préféré? Ton héros préféré, c'est mieux. Eh ben, écoute, je suis très très embêté pour répondre à cette question. Parce qu'en plus, voilà, j'ai eu le temps d'y réfléchir et je ne sais pas répondre à cette question. Je n'ai pas d'héroïne ou d'héros. Et je sais que c'est bizarre parce que tout le monde Non, dit, ouais, moi j'ai un mentor, un héroïne, un héros, machin, quelqu'un qui m'identifie, un modèle, tout ça. Et ben, j'en ai pas. Tout ce que tout ce que je suis très heureux d'avoir construit, j'ai l'impression de le devoir. Oui, je le dois à plein de gens, je le dois à mes parents, je le dois à mon entourage, je le dois à ma famille, à ma femme, à mes enfants, tout ça. Mais ce sont écoute, des gens c'est qui bien. m'ont inspiré, mais j'ai pas d'héroïne, Voilà. j'ai pas de héros. En Voilà. fait, toi, c'est plein de gens en fait qui ont fait une seule personne. S'il y avait Ouais. potentiellement tout ça, ça ferait une personne que tu connais pas. Appelle-le Marc, tiens, par exemple. Allez, très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce que tu détestes le plus sur Terre? Alors, ce que je déteste le plus sur Terre, tu vois, c'est la guerre et la famine. Mais Waouh! ça, c'est comme tout le monde. Non, il y a un truc, alors c'est peut-être tout bête, c'est complètement anecdotique, mais moi, quand par exemple, c'était en vacances avec des gens ou quoi, j'ai du mal avec les gens qui se lèvent le matin et puis qui disent, moi, il ne faut pas me parler avant mon café. Hein. Ah, J'aime pas trop ça. Ça, j'aime pas trop ça parce que je trouve que c'est un petit manque de politesse vis-à-vis des gens avec lesquels on vit ou pendant un moment ou même pendant et toute la journée. généralement, après, ça s'arrête pas à ça avec des gens comme ça. Il y a plein d'autres choses qui nous agacent. Ça dépend comment se passent les vacances. Euh, la faute pour laquelle tu aurais le plus d'indulgence ou le défaut. Enfin, le défaut, j'aime pas. Ouais. Je dirais la gourmandise. J'ai de l'indulgence parce que moi-même, Merci. je peux me laisser aller. Surtout en confinement, on sait comment c'est. Hein. Voilà, tu es à la maison et tout, tu as tes enfants, tu ouvres un placard, il y a des trucs dedans. Quoi. Moi, Donc, j'ai pas besoin d'avoir d'enfant pour avoir des Kinder Bueno, mais effectivement, je comprends, je comprends. Merci d'être indulgent avec ça, c'est très gentil. en fait, finalement, j'ai de l'indulgence avec toutes ces choses qui sont des choses réconfort et qui permettent bah, voilà, d'aller mieux quand ça va un peu moins bien et qui sont pas si graves. Quoi. Puis il faut apprendre, enfin, il faut accepter aussi de ne pas être tout le temps bien. Exactement. Et ta devise, t'en as une? Est-ce que j'ai une devise? Alors pareil, j'ai pas j'ai pas de devise, tu sais, une sorte de mantra qui me permette au jour le jour de vivre, de me dire tous les matins, je me dis ma devise et voilà, une fois que je me la suis dit, ça va. Mais il me vient quand même une phrase, c'est une phrase de Voltaire. Il faut que je retrouve les termes exacts. Il disait ça comme ça. Il disait c'est une devise par rapport à la prise de parole. Il disait le secret d'ennuyer est de tout dire. Le secret d'ennuyer est de tout dire. Ça veut dire que, on revient d'ailleurs à ce côté quand on veut être perfectionniste et qu'on veut rentrer dans un détail absolu, on veut tout dire, on veut tout dire, on pense que c'est comme ça. Je pense qu'on rejoint aussi ce Mmh. côté très cartésien qu'on peut avoir, qui est le côté de
Une fois que j'ai toutes les informations, je peux prendre ma décision. Une fois que j'ai toutes les informations, je peux prendre ma décision. Le secret d'ennuyer et de tout dire, et c'est vraiment une devise qu'on doit s'appliquer dans toutes ces prises de parole. C'est une bonne devise hein, et on va rester sur ça parce que je trouve que elle est très bien cette devise. En plus, qui c'est Voltaire? Non, je déconne. L'horreur. Secret des Lumières, tout ça. Il a fait quoi comme BD? Bon, je te remercie en tout cas de Merci Carole, c'était un plaisir. cette entrevue. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et puis, j'espère qu'on restera en contact parce que. Oui, écoute, j'y compte bien. Eh ben, écoute, alors, je te fais un gros bisou. Bisous.